Bonjour à tous, les TES4. Alors, on attaque le dernier chapitre de l'année qui s'appelle Fluctuation et estimation. Alors, il va être décomposé en deux parties. La première partie, c'est donc de la fluctuation. Alors, c'est une notion que vous avez peut-être déjà vue en seconde, en première. Fluctuer, ça veut dire changer. La fluctuation, ça va être en statistique quand il y a des changements de valeur observées dans un phénomène aléatoire. Alors pour ça, il y a un petit peu de vocabulaire qui est très simple. On commence par la notion d'échantillon. Alors qu'est-ce que c'est un échantillon de taille n? Ben, c'est n répétitions de la même expérience. L'idée dans l'échantillon, c'est que on cherche à partir de l'échantillon à essayer de comprendre une vérité suprême, une totalité. Si vous allez à Leroy Merlin, que vous prenez un échantillon d'un papier peint, vous prenez un petit morceau du papier peint dans le but de, quand vous le ramenez chez vous, voir ce que ça donnerait sur une totalité. Ok? En expérience aléatoire, prendre un échantillon de taille n, c'est se dire qu'avec n répétitions de cette expérience, ben vous allez arriver à un résultat, voilà, vous aurez un résultat qui peut-être, pour nous, alors ça j'anticipe sur la fin, qui pour nous nous permettra peut-être d'affirmer ou de réfuter quelque chose. Alors, échantillon de taille n, par exemple, 6 boules parmi 49 pour le loto, enfin je crois que c'était ça autrefois, 6 boules parmi 49, ben, c'est un échantillon de taille 6. Quand on fait des sondages pour des sondages politiques sur les élections, où il y a à peu près 30, 35, je crois, millions d'électeurs en France, on prend 1000 personnes, simplement 1000 personnes, c'est un échantillon de taille 1000. Bon, voilà ce que c'est la notion d'échantillon. Alors qu'est-ce qui va nous intéresser, nous? Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment cet échantillon, il peut nous donner des valeurs représentatives ou pas d'une vérité suprême. Alors, c'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. On va l'observer sur GeoGebra. Donc, qu'est-ce que j'ai raconté ici? Lorsqu'on prend des échantillons différents, les fréquences observées, elles varient suivant l'échantillon. C'est ce qu'on appelle le hasard, hein, de manière extrêmement commune. Et ça, c'est la fluctuation d'échantillonnage. Bon, alors regardons ça sur GeoGebra. Donc, ce fichier va pas mal nous aider pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Pour l'instant, ne regardez rien de tout ça. Ça va nous aider après. On va juste considérer qu'on travaille avec une probabilité de 0,5. Exemple, c'est du pile ou face. Et par exemple, on est en train de chercher quelle est la probabilité, quelle est, pardon, la fréquence d'apparition du pile lorsque je fais pile ou face. Alors quand je dis fréquence d'apparition, ça veut dire que je vais lancer réellement. Alors là, par exemple, je lance 10 fois, donc c'est un échantillon de taille 10. Je lance 10 fois ma pièce et j'observe combien de fois est-ce qu'il y a eu pile. Ok? La fréquence, elle est là, c'est 0,3. Et ça correspond à ce point rouge ici, là, qui est à la hauteur 0,3. Alors qu'est-ce que ça veut dire une fréquence de 0,3 sur un échantillon de taille 10? Ben, ça veut dire que j'ai eu 3 piles. Voilà, 3 piles sur 10, donc fréquence 0,3. Si j'appuie sur F9, la fréquence change. Bah oui, j'ai fait un nouvel échantillon de taille 10, donc j'ai relancé ma pièce 10 fois, et j'ai pas obtenu la même chose. Bah rien que ça, c'est ça qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. C'est-à-dire que suivant l'échantillon que je prends, j'ai pas les mêmes valeurs. Donc là j'ai obtenu 0,6, je rappuie sur F9, et là j'ai obtenu 0,4. Ça veut dire que j'ai obtenu 4 piles sur l'ensemble de mes 10 lancers. Voilà, donc je m'amuse à appuyer plein de fois sur F9. À chaque fois, ça veut dire que je fais 10 lancers différents, et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Bon, ben, c'est ce qu'on appelle le hasard. Regardez par exemple là ce qui s'est passé sur le dernier lancer sur lequel je me suis arrêté. J'ai eu 9 piles sur 10 lancers. Ok? Bon, mais justement, restons là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Si quelqu'un vous dit, j'ai lancé une pièce de monnaie et j'ai obtenu 9 piles et un face. Vous pouvez penser deux choses. Vous pouvez penser, ah bah tu as eu beaucoup de chance, voilà, parce que moi j'ai fait un petit peu de proba et je peux te dire que généralement c'est rare d'avoir 9 piles sur 10 lancés. Vous pouvez penser ça. Vous pouvez penser aussi, tu mens. Tu mens, ou alors ta pièce est truquée, mais en tout cas je trouve que ce résultat est anormal. Ok? Alors tout ce qu'on va faire dans ce chapitre, c'est être capable de dire si le résultat qu'on a est un résultat qui nous paraît cohérent avec ce qu'on sait des probabilités, ou si au contraire ça nous paraît louche et donc on peut estimer qu'il y a eu une arnaque quelque part. Voilà, c'est ça qu'on va faire dans cette première partie. Regardez, mon échantillon de taille 10,
quand je change de valeur, quand je relance mon échantillon, j'ai des valeurs qui sont vraiment différentes. Si je prends un échantillon plus grand, donc je vais passer, hop, à 100. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer 10 fois ma pièce, maintenant je la lance 100 fois. Regardez les différentes valeurs possibles pour ma fréquence. On les lit ici toujours, hein, 0,48, ça veut dire que j'ai eu 48 piles hein, sur 100. Je relance 55, 56, 49, 5 exactement, 47, 52. Bon voilà, ce truc-là me montre que j'ai l'impression que finalement ça varie moins qu'avant. Vous le voyez, hein, mon point rouge, il a tendance à un peu à être près de mon trait ici de 0,5, hein, qui est la probabilité théorique. Quand j'étais sur un petit échantillon, quand j'étais sur 10, ah bah mon point rouge, il était vraiment très, très éloigné. Enfin, assez éloigné. Si je vais à une fréquence, à une taille d'échantillon de 100, bah là, j'ai quelque chose qui est encore bien sûr différent à chaque fois que j'appuie. Là, je suis en train d'appuyer frénétiquement sur ma touche de recalcul. Sauf que j'ai l'impression que ça bouge un petit peu moins autour de ma valeur 0,5 qui est ma valeur théorique. À l'extrême, je prends un échantillon de taille 1000, ça veut dire que là je fais 1000 lancers à chaque fois. Donc je lance 1000 fois ma pièce. Heureusement, c'est ce GeoGebra qui le fait à ma place. Et si j'appuie sur F9, je recalcule, bah regardez mon point rouge, bah il bouge beaucoup moins. C'est-à-dire que ma fréquence, elle est toujours différente. La fluctuation existe toujours, mais elle est quand même pas très loin cette fois d'une fréquence de 0,5. C'est quoi ce 0,494? Ça veut dire que j'ai eu 494 piles sur mes 1000 lancés. Je rappuie, j'arrive à 0,489, j'ai eu 489 piles sur mes 1000 lancés. Je rappuie encore une fois, voilà, pour passer un petit peu au-dessus. 509, voilà, là j'ai eu 509 piles sur 1000 lancés. Ok, à ce stade-là, ce qu'il faut avoir compris, c'est que à chaque fois que je prends un échantillon, ben, je vais avoir des valeurs différentes. Normal, c'est le hasard. Mais je commence à me dire que plus mon échantillon est petit et plus le hasard est hasardeux, vous voyez, j'ai bien dit le hasard est hasardeux, plus mon échantillon est grand et moins le hasard est hasardeux. Alors c'est ce que j'appelle un entonnoir. L'entonnoir, il me dit que quand je suis sur des petites tailles d'échantillons, ben, je vais très souvent me retrouver dans cet entonnoir, et cet entonnoir est large. Et plus je prends un échantillon qui est grand, plus mon entonnoir est petit. Ah ben, cet entonnoir, il matérialise ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation. Alors attention, voilà cette vilaine formule que vous devez apprendre par cœur, qui est dans le cours. P moins 1,96 racine de 1 moins P sur racine de n, P plus 1,96 racine de 1 moins P sur racine de n, sous certaines conditions, qu'on va détailler, on va revenir après là-dessus. Ben regardez, j'ai un intervalle ici dans lequel je sais que 95% du temps, attention, ce 95% est très important, 95% du temps, je vais me trouver dans, dans cet intervalle-là. Ok? D'où viennent ces valeurs, d'où vient cet intervalle? Ils viennent de la loi normale. La loi normale qui régit un peu les phénomènes répétitifs quand il n'y a pas de, quand il n'y a pas d'arnaque, on va dire, hein, quand tout est fait de manière honnête, pensez à la planche de Galton par exemple, avec les billes qui tombent, ben, la loi normale me dit que j'ai 95% de chances d'être dans cet intervalle-là. C'est un intervalle à moins 2 sigma, si vous vous souvenez. Bon, du coup, plus mon échantillon est petit, plus mon intervalle est grand. C'est-à-dire que quand je lance 10 fois ma pièce de monnaie, bah, mon intervalle de fluctuation me dit que je dois être, théoriquement, 95% du temps, entre 0,19 et 0,81. Ça veut dire que quand j'appuie sur F9, je dois être 95% du temps dedans. Alors 95%, ça paraît gros, hein. Style, quand vous avez 95% de batterie, vous trouvez ça, votre téléphone est quasi plein. En fait, il y a quand même une chance sur 20 qu'on en sorte. Une chance sur 20, c'est 0,05. Ça arrive vite, hein. Donc vous voyez, si j'appuie sur F9, je pense qu'il va pas me falloir longtemps avant de sortir de cet intervalle. Peut-être que j'étais sorti, j'ai pas vu là. Je continue. La vidéo peut durer très longtemps si jamais je n'en sors pas. Mais je sais que il y a un moment. Voilà, tiens, ça y est, j'y suis. Regardez ce que j'ai obtenu comme fréquence là, comme tout à l'heure, un 0,9. C'est-à-dire que j'ai fait 9 piles sur 10 lancés. Je suis hors de mon intervalle de fluctuation. D'accord? Bah, dans ces cas-là, vous verrez, ça nous permettra de dire
en ayant 95% de chances d'avoir raison, mais 5% de chances de se tromper, ça nous permettra de dire que bah, il y a un problème. J'insiste bien, là, GeoGebra, quand il fait du hasard, il ne triche pas, donc j'ai vraiment eu 9 chances sur 10, hein. J'ai vraiment eu 9 piles sur 10, pardon. Mais si jamais quelqu'un vient me voir en me disant qu'il a lancé sa pièce et qu'il 9 fois sur 10, il a obtenu un pile, bah, je vais raisonnablement penser qu'il se moque de moi ou que sa pièce est mauvaise. D'accord? Bon, allez, on revient sur le cours. Plutôt ici. Donc, intervalle de fluctuation asymptotique. Asymptotique, ça veut dire que c'est lorsque les valeurs sont grandes, lorsqu'on se rapproche de quelque chose. On y va. Soit fn, la variable aléatoire, qui a tout échantillon de taille n, associe la fréquence d'un caractère. On a des conditions d'application. Ces conditions d'application, c'est qu'il faut que n soit plus grand que 30. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si mon échantillon est petit, je ne vais pas m'avancer à prévoir où est-ce que ça va être. Il faut que n soit plus grand que 30. Pourquoi 30? Ben encore, c'est encore une fois trouvé grâce à la loi normale. NP plus grand que 5. Alors, la taille de mon échantillon fois la proba, il faut que ce soit plus grand que 5. Ça, c'est pour éviter d'avoir des probas trop petites, trop extrêmes, avec des valeurs trop petites, et n facteur de 1 moins p supérieur ou égal à 5. Ça, c'est trois conditions d'application. Pourquoi j'ai écrit d'approximation, oui, c'est pareil. Ces trois conditions-là, si jamais je ne les ai pas, elles ne sont pas remplies, ben, je ne pourrai pas me jeter à l'eau avec mon intervalle de fluctuation. Et alors, qu'est-ce que je raconte? Dans 95% des cas, ma fréquence que j'observe, elle doit être dans cet intervalle-là. Et cet intervalle, donc c'est cette formule-là qu'on rentrera dans la calculatrice, hein, que l'on aurait rentré dans la calculatrice si on avait été ensemble. P moins 87 racine de P moins MP sur racine de N, et puis voilà. Cet intervalle, il est centré autour de P. Ça, il faut bien comprendre. Je vais vous faire un dessin. J'ai une proba théorique, ou alors une proba qui m'a été affirmée par quelqu'un, P. Voilà. Et moi, je calcule une fréquence, donc on va l'appeler, dans l'exercice, on l'appellera FOPS, donc fréquence observée. J'ai une fréquence observée qui se trouve, bah, pas exactement, parce que ça arrive jamais exactement de tomber sur la proportion, elle se trouve ici, elle se trouve un peu loin de ma proba théorique. L'idée c'est que si jamais ma fréquence observée, attendez, je vais grouper ça sera mieux, en direct. Voilà. Si ma fréquence observée, elle est très très proche de ma proba théorique, il n'y a rien qui me permettra de dire que les choses se passent bizarrement. Mais si jamais je me retrouve très loin de ma proba théorique, eh ben alors je pourrais dire, c'est bizarre, ma proba théorique, elle est peut-être fausse, ou alors je me suis trompé dans mon expérience. Ce que nous donne cet intervalle-là, donc attention, c'est P moins 1,96 racine de P en moins P sur racine de N, et puis la même chose de l'autre côté. L'intérêt, c'est qu'on a un intervalle dans lequel on va dire que, ok, j'accepte que le hasard m'ait envoyé dans cet intervalle-là. Quand je lance une pièce équilibrée, quand je la lance 100 fois, je ne m'attends pas forcément à avoir 50 piles et 50 faces. Je peux avoir 48 piles et puis 52 faces ou des choses comme ça. Mais par contre, si en lançant cette pièce, je me retrouve avec, par exemple, 18 piles, uniquement 18 piles et 82 faces, ben je vais dire c'est bizarre quand même que cette pièce m'ait fait aussi peu de piles. Ou si je me retrouve ici avec 92 piles, je dirais c'est quand même bizarre que cette pièce m'ait donné ça. Et c'est ça c'est cet intervalle-là qui va me permettre de prendre des décisions et de dire, ben, je pense que ma pièce est truquée ou pas. Ok? Les conditions d'application, je vous les remontre sur le GeoGebra. Voilà, elles sont ici, la validité des conditions. Euh, Là, pourquoi est-ce que c'est rouge? Parce que j'ai pris un échantillon trop petit. Si on prend, voilà, dès qu'on dépasse 30, vous voyez, ça devient vert. Dès qu'on dépasse 30, l'échantillon devient vert. Si donc cette condition est validée, NP supérieur à 5, N moins P supérieur à 5, ça c'est pour des probas, il ne faut pas qu'elles soient trop petites. Par exemple, là j'ai pris une proba à 0,03 ou 0,04, ben, on ne peut pas faire des calculs, on ne peut pas faire des estimations avec des probas qui soient minuscules comme ça. Ou alors il faut des échantillons qui soient très grands. Donc là je pense que voilà, si je prends un échantillon très grand, même avec une proba très petite, ben, j'arrive à passer les conditions de validité.
Bon, ça, honnêtement, on va pas beaucoup s'intéresser à ça, surtout à distance. On considérera, comme dans les exercices de bac, hein, que ces conditions de validité sont toujours remplies. Alors, on y va justement. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer comme exercice avec ça? Ce sont des exercices qu'on appelle de prise de décision. Dans ces exercices de prise de décision, il va y avoir quelqu'un qui va m'affirmer qu'il y a une proba qui est égale à P. Voilà. Alors, ça va être l'hypothèse à tester. C'est cette hypothèse qui éventuellement sera mise en défaut. C'est-à-dire, je peux mettre des guillemets hein, en disant, voilà, la proba est égale à P. Dans nos exercices, ça sera un agent immobilier qui nous dit 60% de mes apparts sont rentables. Ça sera quelqu'un qui me donne une pièce et qui me dit la proba de faire pile c'est 0,43. Voilà. On a une affirmation et on va essayer, on va regarder si on la met en défaut ou pas. Donc, je détaille pas, on va aller directement dans l'exo qui est ici. Regardez par exemple, un ami me vend une pièce truquée. Je suis malhonnête et j'ai envie d'arnaquer les gens dans la rue en jouant à pile ou face. Et donc j'ai quelqu'un qui est encore plus malhonnête que moi sans doute et qui me vend une pièce qui est truquée et qui me dit que la proba de faire pile c'est 0,43. Ok, donc elle a été trafiquée, la pièce, on l'a un peu biseautée, je sais pas. La proba P c'est 0,43. Voilà ce qu'on m'affirme. C'est mon hypothèse. Une hypothèse, attention, ça va être quelque chose qui éventuellement va être plus tard mis en défaut. C'est-à-dire, on va dire, bah, finalement, je m'étais trompé dans mon hypothèse. Bon, voilà, cet ami m'a vendu cette pièce, et pour être sûr qu'il ne m'a pas trop, qu'il ne m'a pas arnaqué, bah, je vais tester. Donc je lance la pièce. Alors là, je le fais physiquement, ça prend du temps, je l'ai lancée 1000 fois, et elle est tombée 462 fois sur pile. 462 fois. Bon. Euh, Évidemment, je ne m'attendais pas à ce que ça tombe 430 fois. 430 fois qui aurait été exactement ce que la proba m'aurait donné. 462, ça me paraît néanmoins un peu beaucoup. C'est-à-dire, je me dis, ben, elle est quand même tombée beaucoup sur pile, normalement elle aurait dû tomber moins. Est-ce que j'ai quelque chose, est-ce que j'ai un argument pour aller voir mon ami et me dire, tu m'as arnaqué, rends-moi mon argent, cette pièce, elle fait pas ce que tu m'as dit. Sans que cet ami me dise, ouais, c'est le hasard, c'est normal. Alors pour ça, on va regarder la fréquence observée. La fréquence observée, combien de piles est-ce que j'ai eu? Ben, j'ai eu 462 piles sur 1000, ce qui fait 0,462. Bon. Donc, on se rend compte, bien sûr, que la fréquence observée, elle n'est pas égale à P. Ok? Mais ça, c'est normal. C'est le hasard. Il ne faut surtout pas dire qu'on est en train de dire que le hasard n'est pas hasardeux. Le hasard, c'est normal, m'a envoyé une valeur observée qui est différente de 0,43. Mais on peut aller plus loin, voilà. Et dans ce chapitre, on apprend à dépasser un peu c'est le hasard. On peut aller un peu plus loin et on peut se dire que l'intervalle de fluctuation dans lequel 95% du temps devrait se trouver ma fréquence observée, ben, je vais le calculer. Donc c'est P moins 1,96 racine, je vous écris la formule, 1 moins P sur racine de n, P plus 1,96 racine de P facteur d'un moins P sur racine de n. Avec quoi? Avec ma valeur P, on l'a déjà dit, c'est 0,43, et ma valeur n, c'est la taille de l'échantillon. Ok, donc ici, n vaut 1000. Ce qui veut dire que je vais calculer ici mon intervalle de fluctuation, et il va être 0,43 moins 1,96 racine de 0,43 fois 1 moins 0,43 sur racine de 1000. Et de l'autre côté, pareil, 0,43 plus 1,96 racine de 0,43 1 moins 0,43 sur racine de 1000. Je fais une pause pour faire les calculs. Voilà. Alors, les calculs sont faits. Et on trouve à peu près, alors c'est toujours des valeurs approchées, hein, 0, ici on trouve 0,399, ici 0,461. Ok, ça veut dire quoi? Faisons un petit schéma. Ça veut dire que quand mon ami m'a vendu sa pièce, P ici, c'est 0,43. Ça, c'est la proba théorique, c'est lui qui m'affirme ça. Moi, je me suis retrouvé avec une fréquence observée
fréquence observée, qui était égale, dans mes calculs, alors elle est au-dessus, elle est plus grande, qui était égale ici à, donc, mettre en bleu, pardon, 0,462. Et j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Je calcule l'intervalle de fluctuation. L'intervalle de fluctuation, il est à 0,399 jusqu'à, je m'arrête ici, 0,461. Et donc, ma fréquence observée, elle est hors de mon intervalle de fluctuation. Ce qui veut dire que je suis peut-être dans les 5% des cas où je suis en dehors de cet intervalle, ou bien que cette valeur P est fausse. La valeur P qu'on m'a affirmée. Alors en fait, ce qu'on va faire nous ici, c'est de dire que 95% du temps, j'aurais dû être là-dedans. Voilà, je sais ce que me disent les probabilités, j'aurais dû être dans cet intervalle. Pas forcément exactement sur 0,43, mais entre 0,399 et 0,461. 95% du temps, j'aurais dû être là. Or, je me retrouve à l'extérieur. Ok? Je n'ai pas la certitude absolue que ce soit à cause du mensonge de mon ami. Mais par contre, je peux dire que j'avais 95% de chance d'être là-dedans. Je n'y suis pas là-dedans. Donc, dans cet intervalle. Donc, avec 5% de chance de me tromper, j'affirme que mon ami m'a menti. Ok? Parce que je suis hors de l'intervalle de fluctuation. Alors, comment est-ce qu'on rédige ça? Fops n'appartient pas à l'intervalle I. Donc, j'affirme, avec 5% de risque d'erreur, que mon ami m'a menti. Alors, il m'a menti quand il m'a annoncé la proba de sa pièce. Elle ne tombe pas sur, elle ne tombe pas sur pile avec une fréquence de 0,43, une proba de 0,43. C'est sans doute un peu plus élevé. Ok? J'insiste bien, mon ami est peut-être de bonne foi, c'est peut-être moi qui n'ai pas eu de chance du tout en lançant, mais d'après les probas, j'aurais dû me trouver 95% du temps dans ce truc-là. Alors si on revient sur GeoGebra, on peut regarder. Si je mets ma proba à 0,43, voilà. Je l'ai lancé 1000 fois, c'est ça. Donc ben, on retrouve ici, vous voyez, mon intervalle donc, de fluctuation 0,399, 0,461. Et la fréquence ici, donc si j'appuie sur F9, ben, 95% du temps je vais être dedans et 5% du temps je vais être à l'extérieur. Ok? Alors dans les 5% de fois où je suis à l'extérieur, c'est ce qui se passe dans mon exercice du cours, ben, je suis en train d'affirmer à tort. Hein. Donc mon ami, il a raison quand il m'a vendu sa pièce, c'est moi qui suis en train de l'accuser à tort. Mais j'ai peu de chances de me tromper en fait quand je fais ça. J'ai 5% de chances de me tromper. Ah bah, c'est 5% de chance, de risque plutôt, je les prends et j'affirme donc que mon ami m'a menti. D'accord? Voilà, c'est un peu compliqué la fluctuation. Revoyez cette vidéo, posez-moi des questions et je vous ai donné un petit exercice à faire. Allez, bon courage et à bientôt.